Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon et nous sommes au congrès national du bâtiment durable. Et nous allons parler cet après-midi d'un sujet très important puisque c'est celui du financement de la rénovation énergétique. Avec moi, 3 personnes pour en parler. Monsieur Sébastien Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur construction durable à la CAPI. Une petite présentation de la CAPI. Oui, très rapidement. Donc, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, une intercommunalité de 100 000 habitants dans le Nord-Isère. À côté de vous, monsieur Philippe Truchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la SPL OSE. Et pareil, je vais vous demander une petite présentation de la SPL OSE. Oui, donc SPL OSE, Société publique locale. La raison sociale, c'est la Société publique locale d'efficacité énergétique qui travaille sur la rénovation des bâtiments publics avec des collectivités locales, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le principal actionnaire de la société. De la société, on verra ce que vous mettez en place. À côté de vous, monsieur Daniel Dubreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'initiative Rénovons. Pareil, je vais vous demander de me présenter l'initiative Rénovons. Donc, l'initiative Rénovons existe depuis 3 ans et souhaite faire adopter et mettre en œuvre un plan de rénovation ambitieux des passoires énergétiques. Voilà. Vous vous adressez davantage aux particuliers, vous êtes plus sur le logement que sur les bâtiments publics, comme nos 2 autres invités. Voilà, alors on s'adresse, notre message est surtout destiné au pouvoir public et on le verra notamment dans l'objectif d'obtenir un large soutien financier public à la rénovation de ces passoires occupées par des ménages qui ont besoin de ce soutien financier public. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui là, nous faire un petit bilan, nous dire à peu près où on en est, d'après avec votre œil d'observateur? Alors oui, on peut faire un petit tour d'horizon. Aujourd'hui, on a un problème général pour la rénovation des logements privés. On a des logements qui sont peu rénovés sur le plan énergétique, assez loin des objectifs nationaux. Hier, l'ADEME publie l'étude Trémi qui prend la suite d'études qui suit en gros le nombre et la qualité des logements rénovés, et on a que 260 000 logements qui sont rénovés, qui sont considérés chaque année comme étant rénovés énergétiquement, sur beaucoup plus de logements qui sont rénovés évidemment. À l'intérieur de ça, l'étude Rénovons l'année dernière avait montré qu'on n'avait que 20 000 passoires énergétiques occupées par des ménages modestes qui étaient rénovés chaque année. Quand on le compare au nombre de passoires énergétiques qui existent dans notre pays, c'est-à-dire 7,5 millions, dont un tiers occupé par des ménages modestes, soit 2,5 millions, au rythme de 20 000 par an, ça va prendre très longtemps à se débarrasser du problème. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument lever les entraves, notamment financières, pour ces ménages modestes. Aujourd'hui, pour ces ménages modestes, comment ça se passe? Et ensuite, je vous demanderai un peu comment vous voyez, comment faire évoluer les choses pour que ça se passe mieux. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? Soit elles sont livrées à elles-mêmes et elles ne font rien, soit elles sont accompagnées, donc, soit par des programmes de repérage et détection de leur situation, comme les SLIM, par exemple, ou d'autres qui sont portés par La Poste ou par Solia, et qui vont les amener vers des programmes qui existent et qui sont très importants à maintenir, notamment le programme Habiter Mieux, qui vise spécifiquement la rénovation, l'appui à la rénovation et l'accompagnement des logements occupés par des ménages modestes. Donc on a des programmes qui ont de l'ambition, qu'il faut pouvoir conserver et renforcer dans le temps. En dehors de ça, il n'y a rien qui existe. Et on est sur quelques dizaines de milliers d'unités par année. Donc c'est mieux que rien, mais c'est largement insuffisant. Juste pour revenir un tout petit peu sur l'écart entre ce qui existe aujourd'hui comme financement public et ce qu'il faudrait pour respecter les critères, enfin les ambitions de la stratégie nationale bas carbone ou de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous nous avez apporté un petit schéma. Voilà, exactement, un petit schéma. Voilà, qui nous dit aujourd'hui qu'on est environ à 9 milliards d'investissements publics, c'est donc d'investissement public, de soutien au financement, alors qu'il faudrait qu'on soit à peu près à 20 milliards. Ce qui veut dire que pour que l'État respecte les engagements qu'il a pris, il devrait avoir au moins un doublement de son effort de soutien à la rénovation des logements. Ça, c'est quelque chose que vous voulez porter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte, parce qu'en réalité, il y a toujours un écart très important entre les discours
très volontaristes qui sont proposés et la réalité, malheureusement, de ce qu'il faudrait atteindre pour pouvoir être dans les clous et cohérent entre son discours, ses ambitions, sa stratégie environnementale, économique et sanitaire ou sociale, en fait, en l'occurrence, quand il s'agit de ce sujet. Donc ça, c'est une sorte de vision générale. Quand vous m'avez dit vers quoi il faut aller, donc on a plusieurs types d'instruments financiers qui sont mis à l'œuvre aujourd'hui par l'État, qui connaissent, pour financer justement le logement des plus précaires, des personnes en précarité, ou le logement des Français en général. Donc voilà, donc on voit que sur ce graphique, on voit on progresse, hein, on part de 2 milliards d'argent public en général, parce qu'avant c'était tout effort de financement, y compris les bâtiments publics dont mes collègues parleront tout à l'heure. Et on arrive là pour le logement privé à 3 milliards à peu près chaque année. On est à peu près à ce volume-là. Alors, donc avec le principal instrument qui est le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui lui va connaître une sévère diminution dans les années à venir. Beaucoup de vos spectateurs en ont certainement entendu parler. Alors que d'autres instruments vont monter en puissance, comme les certificats d'économie d'énergie, et le reste va être relativement stable. Donc on peut même se projeter sur plusieurs années en se disant que le soutien public à la rénovation des logements privés va stagner et que les résultats ne peuvent que stagner en conséquence, ce qui est assez loin de répondre à la question. Pour vous, l'effort n'est pas suffisant. L'effort n'est pas suffisant, et en plus il est relativement mal situé si on veut aider vraiment les ménages modestes. Il faut mettre à portée des ménages modestes le crédit d'impôt de transition énergétique, qui est pour l'instant absolument pas approprié par ces ménages, très marginalement utilisé par les ménages modestes qui pensent naturellement qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ne payent pas d'impôt. Or, c'est un crédit d'impôt, donc c'est faux. C'est des dépenses qui sont de toute façon remboursées et prises en compte, y compris si on ne paye pas d'impôt. Voilà, il y a à la fois peut-être un effort financier, ce qui selon vous n'est pas assez important, mais il y a aussi un effort d'information à faire auprès de ces ménages. Absolument. Alors on va changer d'échelle et on va aller voir ce qui se passe à la SPL OSE. Pour vous, la première source de financement, finalement, c'est l'économie d'énergie. Oui, puisque en fait, la SPL OSE, qui est une société créée il y a 5 ans, a développé des opérations avec des contrats de performance énergétique. Donc, ce qui veut dire que sur la rénovation d'une école, par exemple, plutôt des rénovations globales, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le changement de la chaudière, le réglage des installations. C'est vraiment des rénovations sur lesquelles on traite l'enveloppe du bâtiment et puis tout ce qui est nécessaire sur un bâtiment pour atteindre des 50, 60, 70% d'économie d'énergie. Et donc ce niveau d'économie d'énergie représente une source d'économie pour la collectivité. C'est un des premiers moyens de financer les projets. Ensuite, comment travaillez-vous? Sur quelle base travaillez-vous? Quelle méthode avez-vous mise en place? Alors, une méthode qui revient à faire un audit énergétique du bâtiment, des audits d'ailleurs qui peuvent être financés par l'ADEME. Beaucoup de nos audits ont été financés par l'ADEME, donc avec des audits que nous faisons soit nous en interne, soit avec l'appui de bureaux d'études. Et ensuite, on fixe un objectif sur l'opération. Ça peut être en pourcentage d'économie d'énergie, ça peut être aussi en production d'ENR, et on lance une mise en concurrence sur un marché global qui associe des architectes, des bureaux d'études, des entreprises. Bien sûr, en général, ce sont des marchés qui sont portés par une entreprise du bâtiment. Et puis, bien sûr, un exploitant-mainteneur qui va assurer dans le temps la performance énergétique. Donc, on a ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique et un contrat qui garantit la collectivité de l'atteinte de la performance. Et ça, pour le financement, c'est important d'avoir cette garantie. Pour obtenir les financements et pour... Alors, cette garantie pour la collectivité, c'est déjà un gain assuré. Je prends l'exemple de la mairie de Cran-Gevrier qu'on a rénovée et pour laquelle on a inauguré le 15 septembre. Le bâtiment, il est financé à hauteur, si on regarde sur 20 ans, à hauteur de 720 000 € d'économie d'énergie sur 20 ans. Donc c'est sur une opération qui fait plus de 5 millions d'euros, une opération importante, c'est déjà une source de financement qui est loin qui est importante, qui n'est pas négligeable du tout. Les autres sources d'énergie, bon, bien sûr, on a les C2E, bon, mais qui génèrent sur des opérations de cette taille une part significative, mais qui reste quand même assez faible. Les subventions qui peuvent être obtenues
Une des principales subventions qui a beaucoup aidé les collectivités ces dernières années sont les subventions du FEDER, Fonds européen de développement économique régional, qui sont des fonds gérés par la région et qui peuvent représenter des montants de plusieurs centaines, voire on a une opération à 1 million d'euros. Et puis après, on a d'autres sources de subventions qui dépendent un peu du cas de la collectivité. En territoire rural, on a la DETR, et puis le fonds de soutien à l'investissement local par l'État, qui a légèrement changé de nom tout récemment. Mais voilà, donc des sources de financement qui existent. Des sources, en fait, c'est très différent. Ça demande de faire un véritable travail d'ingénierie financière. C'est quand même, ça paraît complexe comme ça vu d'ici. Quels sont les... pour ne pas se tromper, si on doit, avec votre retour d'expérience à vous, pour ce type de financement, quelles sont les bonnes démarches? Comment bien faire? Alors, déjà bien connaître ce à quoi on peut prétendre. Et c'est vrai que j'ai parlé du FEDER, mais ça nécessite d'atteindre le niveau BBC Rénovation. Donc, nous, on est spécialisé sur la rénovation. Vous, c'est ce que vous cherchez de toute façon systématiquement. On cherche à être au niveau BBC. Donc, c'est une condition pour obtenir ces subventions FEDER. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, chercher toujours un niveau de performance important. Et bon, je pense que ces opérations, elles ont aussi d'autres intérêts. Il y a bien sûr l'aspect énergétique, mais c'est souvent aussi une requalification architecturale importante du bâtiment. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On peut y venir tout de suite si vous voulez, ou alors on va aller voir quand même ce qui se passe à la CAPI. Et puis on reviendra aussi effectivement sur l'intérêt de la rénovation énergétique qui peut apporter autre chose. Oui, tout à fait. Alors, à la CAPI, donc Communauté Agglomération Porte de l'Isère, on a engagé depuis déjà 2014 une réflexion assez importante sur la gestion de notre patrimoine, puisqu'on a mené une campagne d'audit énergétique sur l'ensemble de notre patrimoine, et il est assez conséquent puisqu'on a plus de 80 bâtiments en gestion directe. C'est quel type de bâtiment? On a un peu de tout. On a des bureaux, bien évidemment, centres techniques, des médiathèques, et on a la particularité d'avoir aussi des piscines, puisqu'on est issu de la ville nouvelle de l'île d'Abo. Et donc les piscines avaient déjà à l'époque été mutualisées au niveau de l'intercommunalité. Donc on a vraiment tout type de bâtiments avec des gestions très différentes de l'un à l'autre et un vécu très différent. Donc on a dû qualifier l'état de ce patrimoine à travers une série de campagnes d'audit énergétique. Et à partir de là, on a mis en place un schéma directeur énergétique sur 3 ans où on injectait 300 000 € par an pour des travaux de rénovation énergétique. Donc on a priorisé en fonction des choix des politiques publiques, savoir si les bâtiments on allait les conserver, si les services publics associés sont pérennisés, maintenus ou renforcés, et en fonction tout simplement de l'état du bâtiment. Donc on est arrivé là en fin de notre schéma directeur énergétique et on a profité de l'appel à manifestation d'intérêt de la Caisse des dépôts pour relancer une dynamique sur notre patrimoine, en réalisant des audits énergétiques complémentaires, parce que depuis 2014, le patrimoine avait un petit peu évolué. Et puis, il y avait certains bâtiments qui avaient été mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas aux priorités politiques de l'époque, qui ont été remis dans le giron de l'étude. D'accord. Le résultat de cette étude? Et le résultat de cette étude, c'est que donc déjà, ça nous a permis d'avoir une actualisation de notre connaissance de l'état énergétique de notre patrimoine. Et en parallèle, on a lancé une étude juridique sur les différentes modalités possible de rénovation énergétique des bâtiments publics. Que ça soit en direct, donc en loi MOP classique, voire même en régie, tout simplement, pour des travaux modestes, ou alors en passant par un tiers opérateur, comme peut l'être la SPLOZ. Donc c'est les deux principales options qui se dégagent. Soit on reste en maîtrise d'ouvrage direct, ce que l'on a fait dans le cadre de notre premier schéma directeur énergétique, soit on s'appuie sur un opérateur, qui pourrait être une société publique locale, ou une SEM, ou une CEMOP. Enfin voilà, on a vraiment étudié tous les montages juridiques possibles, pour voir quel était le montage qui permettrait d'accélérer encore la rénovation énergétique en optimisant les financements et en fonction, comme on l'a évoqué avant, des différentes sources de subventions possibles, que ce soit via la dotation de l'État, le fonds d'aide de l'État, les financements FEDER de la région, du département, etc. etc. Donc voilà. Ça, et vous avez, j'imagine, maintenant un petit recul, un petit retour d'expérience. Est-ce que ça a amélioré les capacités de financement? Est-ce que ça a amélioré votre façon de faire? Alors là, je suis navré, on n'a pas encore les retours d'expérience parce qu'on vient de réaliser l'étude et de solder l'étude et on est en phase d'arbitrage. Je suis allé un peu trop vite. On va vite, mais pas à ce point-là. Et on est en phase d'arbitrage pour savoir vers quelle option on va en fonction de nos capacités d'autofinancement, en fonction des opportunités qui existent sur le territoire. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir la SPLOZ, qui est un opérateur dédié, expert sur ce sujet, mais qui a l'inconvénient de ne travailler que pour ses actionnaires.
et donc qui n'est pas forcément une réponse massive pour les 4000 communes de la région. Donc ça peut être aussi une option de travailler avec un autre tiers opérateur, une autre SEM ou une autre SPL. Et là-dessus, on a identifié quelques blocages juridiques qui seraient bons de lever, notamment le fait que les tiers opérateurs de type SPL ne peuvent pas travailler en collaboration entre elles. Les collectivités doivent s'adresser à chacune d'entre elles. Il ne peut pas y avoir de collaboration entre différentes SPL. Et ça, c'est dommage, on ne peut pas mutualiser. C'est dommage, tout à fait. Et l'autre frein, enfin en tout cas piste qu'on a identifiée, c'est autour de l'apport de la Caisse des dépôts, qui aujourd'hui a mis en place un nouveau dispositif, le prêt Ambre, pour financer sur du très long terme à taux bas des rénovations énergétiques. Mais ça reste un prêt, tout simplement. On va dire, investir en fonds propres dans des structures, c'est possible également, mais c'est des structures de type SEM qui, selon le Code des marchés publics, doivent être mis en concurrence. Donc là, en tant que collectivité, on s'interroge de l'intérêt de créer un opérateur qui est porté par la collectivité, mais qui derrière doit être mis en concurrence avec d'autres opérateurs du même type. Alors, en termes de politique publique, ça ne nous semble pas forcément cohérent, et il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. Et justement, sur ce point-là, on travaille aussi pour nos communes, puisqu'on a une intercommunalité de 22 communes. Et dans cette idée de mutualiser de l'ingénierie et d'apporter l'ensemble des compétences et des possibilités offertes par les contrats de performance énergétique à toutes les collectivités, on est territoire d'expérimentation du projet européen Stepping, donc porté par notre partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui vise à expérimenter un contrat de performance énergétique groupé pour des petites communes ou des communes rurales qui n'ont pas la capacité, ni l'ingénierie technique, ni le temps, ni l'ingénierie financière pour monter ce type de contrat. Parce que c'est toujours mieux de mutualiser et d'être ensemble. C'est toujours mieux de mutualiser, voilà, puisqu'on a besoin de cette ingénierie technique et financière pour mener des rénovations énergétiques performantes. Monsieur Dubreuil, je vous voyais réagir. Dans les deux interventions qui m'ont succédé, on peut relever, on peut mesurer l'abysse qui sépare le logement privé d'autres types de rénovation, notamment des bâtiments publics ou des bâtiments tertiaires, dans la capacité de financement, dans la nature et la densité et la qualité de l'accompagnement, dans la créativité. Et c'est pour ça que les solutions qui ne sont pas proposées, il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas qu'un problème de solution financière en réalité. C'est un problème de solution paquet. C'est-à-dire de l'accompagnement, y compris de l'accompagnement financier, parce que par exemple la recherche de tous les financements auxquels on peut prétendre, y compris comme particulier, modeste ou pas modeste, c'est une forme d'ingénierie financière. Et ça, personne n'est taillé pour le faire. Personne n'a les outils pour le faire aujourd'hui, ni le temps d'ailleurs. En réalité, il faut vraiment confier ça à des professionnels. Et donc on a un problème d'assistance dans la conduite des chantiers de rénovation dans le logement privé qui est béant et qui explique en grande partie la faillite aujourd'hui actuelle dans laquelle se trouve la rénovation du logement privé. Vous voudriez qu'on monte le même Le type collectif de s'en sort choses. mal, mais pas sur ce versant-là, puisque le collectif, aujourd'hui, il y a plus de solutions qui sont proposées en matière d'accompagnement, dont un des outils qu'on peut partager qui est les sociétés de tiers financement, qui sont souvent des sociétés d'économie mixte, mais qui aujourd'hui encore peinent à décoller justement parce que par exemple elles peuvent n'accompagner que du logement collectif, sinon le coût de l'accompagnement n'a pas de rapport avec la taille du chantier. Monsieur Truchet, je vous rassure, les difficultés sont également béantes pour les collectivités pour arriver à financer la rénovation énergétique de l'ensemble du parc. Au-delà de la question de l'ingénierie financière, il y a également besoin de financement complémentaire. On n'arrivera pas à rénover l'ensemble du parc de bâtiments publics sans financement. Oui, Sébastien Delmas parlait de mutualisation. L'intérêt d'une SPL comme la nôtre, c'est que c'est finalement un outil qui est mutualisé entre plusieurs collectivités. La région, une vingtaine de communes, mais des communes qui sont plutôt de taille importante, Grenoble, Annecy, Bourg-en-Bresse, ou des communes plus modestes, mais de 10-12 000 habitants. Mais en tout cas, ces communes, elles peuvent s'adresser à cette société sans la mettre en concurrence. C'est différent des SEM qui étaient évoqués tout à l'heure. Et du coup, cet outil peut faire un audit, mais peut aussi, après, lancer une opération en mandat de maîtrise d'ouvrage, par exemple, aller chercher les subventions nécessaires et accompagner la collectivité dans toutes les vérifications nécessaires pour atteindre le niveau BBC et plus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à discuter entre deux SPL alors, d'après ce que disait monsieur la particularité du droit qui nous vient du droit communautaire. Une SPL ne peut travailler que pour ses actionnaires. Donc si par définition une SPL osait par exemple travailler pour une autre SPL, on enfreindrait ce droit et on se mettrait en faute et on mettrait à risque tous les autres contrats qu'on a avec nos actionnaires. Donc ce serait une difficulté majeure.
Il y a un sujet que je n'ai pas Allez-y. évoqué, sur le financement. La Caisse des dépôts avait lancé en janvier 2016 un prêt qui a été très intéressant pour les collectivités, qui était sur une enveloppe d'1,5 milliard, un prêt à taux zéro sur la rénovation des bâtiments publics. Ça a été pour les collectivités qui ont pu en bénéficier un intérêt majeur, puisque là forcément pas d'intérêt sur 20 ans, c'était génial. Oui, Donc, c'était- certaines collectivités dans les années 2016-2017 ont pu bénéficier d'aides FEDER, d'autres types d'aides selon les cas, et aussi de ce financement. Donc Ça, ce sont des choses que vous souhaiteriez voir reconduire. Mais je sais que malheureusement, la Caisse des dépôts ne pourra pas reconduire cette offre qui était une offre quand même très ambitieuse. Mais voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas cette proposition de la part de la Caisse des dépôts. Et J'aimerais bien qu'elle se reconduise par contre. l'appropriation des fonds FEDER, c'est pas non plus quelque chose de particulièrement accessible. Donc, Alors, on va être un petit peu positif. Si on va parler de requalification architecturale, c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, qu'il y a la rénovation énergétique d'un côté, il y a son financement, mais ça aussi, ça participe à quelque chose d'autre, qui est la requalification architecturale des ouvrages sur lesquels vous travaillez. Oui, c'est-à-dire que quand on rénove une école, même si l'usage de l'école n'est pas modifié, parce qu'en général, les salles de classe sont bien dimensionnées, tous les locaux conviennent. On a malgré tout des sujets à traiter qui sont l'accessibilité. Souvent, les règles, les bâtiments n'ont pas été mis aux normes. Donc, on accompagne, on englobe dans notre rénovation globale énergétique des travaux d'accessibilité, parfois de mise en sécurité. Et on a vu apparaître dans nos projets, à partir d'il y a 2 ans environ, des ambitions architecturales qui étaient encore un peu plus importantes que ce qu'on avait sur les premiers projets. Et avec des bâtiments, si on regarde les images avant et après travaux, pour certains, on peut dire que la transformation est radicale. Bon, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure de la mairie de Crangevrier, c'est un bâtiment construit en 68-69 qui était vraiment, qui avait certaines qualités avec du marbre à l'intérieur, un bâtiment qui convenait bien au niveau de l'usage, mais qui avait besoin d'être entièrement rénové. Et ces travaux sont... Moi, j'avais dit aux élus il y a à peu près 3 ans, quand on verra votre bâtiment de l'extérieur, on ne saura pas si c'est un bâtiment neuf ou un bâtiment rénové. Et c'est vraiment le cas. Et dans beaucoup de cas, on a je pense aux 3 écoles de Grenoble ou aux 3 écoles qu'on rénove à Passy dans la vallée de l'Arve, des modifications architecturales qui sont conséquentes. Qui sont intéressantes et qui peuvent aussi rentrer dans ce financement de la rénovation énergétique. Disons que l'économie qu'on fait sur l'énergie, Exactement. on peut l'investir dans C'est-à-dire qu'en dans fait, l'architecture. par ces opérations globales, on redonne une nouvelle vie au bâtiment et en plus, on a quand même ce gain important de faire des économies d'énergie et on sait que l'énergie va augmenter. Ça fait 5 ans que je suis directeur général de la SPLOZ, un peu plus. Le discours qu'on tenait au début, c'était de dire si on prend les projections de l'ADEME, l'énergie va augmenter de 3% par an. Ça n'a pas été le cas ces dernières années, mais bon, la hausse de l'énergie a repris. Pour les collectivités, ça rend ces opérations encore plus intéressantes et ça doit les inciter encore plus à le faire. Monsieur Delmas et puis ensuite Monsieur Dubreuil. Oui, effectivement, on parle de requalification architecturale. C'est un enjeu essentiel dans les communes puisqu'on ne fait jamais que de la rénovation énergétique. Et la première démarche que l'on fait lorsqu'on accompagne les collectivités, c'est bien de leur faire réfléchir à une gestion de leur patrimoine et donc à mettre en place une programmation pluriannuelle d'investissement pour qu'ils aient une vision à long terme de leur patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, rénover énergétiquement un bâtiment, c'est une décision politique. Et à partir de là, c'est savoir est-ce que les politiques publiques vont être maintenues. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure la question des écoles. Et là, on sait que les politiques vont être maintenues. Mais est-ce que les politiques publiques vont être maintenues? Est-ce que ce bâtiment va être maintenu? Parce que c'est un investissement sur le long terme. Souvent, les temps de retour sont quand même assez longs. Alors, les collectivités sont prêtes à l'assumer. Mais ça veut dire que derrière, on ne va pas réinvestir tout de suite sur le bâtiment. Et donc, il faut pouvoir se projeter et avoir une vision à long terme sur ces bâtiments. C'est aussi une valorisation de ces bâtiments. Tout à fait, oui. Monsieur Dubreuil. Je voulais juste rebondir sur la performance, que j'avais rebondi sur les difficultés et nécessité d'accompagnement, mais en fait sur la performance, puisque le niveau BBC Rénovation, c'est in fine en 2050 le niveau que normalement toute rénovation doit atteindre, et c'est là où on est encore plus loin. Et par contre, c'est un niveau qui est très intéressant pour analyser en gros l'équilibre financier sur le long terme des chantiers, y compris pour les passoires énergétiques occupées par les ménages modestes. Ça crée, en fait, c'est la performance et l'allongement dans le temps, elle crée la rentabilité financière pour l'État. Pourquoi ? Parce que imaginons qu'on prenne en charge à 100% la rénovation. L'État
où les pouvoirs publics coalisés, donc collectivités, États, y compris associations, fondations, qu'un des systèmes intelligents et guidés soient mis en place pour pouvoir financer ces rénovations à 100%. Puisque les capacités de financement des ménages dans les 3 premiers déciles sont sont moins de 10 euros par mois, donc c'est compliqué d'envisager quelque chose. On va trouver les gains qui sont autorisés par la performance en termes de coûts de santé, en termes d'émissions de CO2, en termes de diminution de la consommation d'énergie, en termes d'emplois générés localement et nationalement, couvre largement, sur une période de 25 ans, c'est l'étude, le scénario Rénovons qui l'a montré, couvre largement les coûts d'investissement initiaux. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de proposer ce genre d'investissement. Peut-être que demain, ou ce genre d'intervention, peut-être que demain, dans le logement privé, on pourra y arriver. Dans le bâtiment public ou dans le logement tertiaire, on a des expériences où il y a des formes de couverture à 100% par des tiers financeurs qui se mettent en place parce qu'en fait on maîtrise un peu mieux ces 2 champs-là que le premier, mais on devrait commencer à tester ce genre d'intervention dans le logement privé pour vérifier en gros les rentabilités à long terme de ce genre d'investissement, y compris avec des couvertures à 100%. Ouais, et du bénéfice que ça apporte. Et du bénéfice que ça apporte en prenant des co-bénéfices, bénéfices directs, économiques, énergétiques et en emploi, et bénéfices indirects en émissions de CO2, les bénéfices climatiques et les bénéfices sanitaires en coûts de santé qui sont très importants également. Alors, je vais vous donner la parole, M. Truchy. On arrive au terme de notre petit échange, donc ce sera une forme de conclusion. Oui, alors, effectivement, juste pour rejoindre ce qui vient d'être dit, sur les bénéfices, un des bénéfices, c'est important, c'est de faire travailler des entreprises locales sur des projets de rénovation. Nous, si on suit le taux de travaux réalisés par des PME, sur certains projets, on a quasiment 100% des travaux réalisés par des PME. Mais d'une manière générale, la rénovation des 5 premiers lycées, le chiffre c'était 55% des travaux réalisés par des PME. J'ai vu un chiffre là sur un des lycées qu'on a actuellement, c'est plus de 80%. Donc c'est aussi créer de l'activité localement. C'est créer de l'activité, c'est pas que tout ce financement, tout ce besoin d'argent qu'on a et la difficulté qu'on a à financer ces opérations, c'est pas de l'argent qui part comme ça. Non, c'est pas de l'argent qui part comme ça. Et l'intérêt, notamment des montages en contrat de performance énergétique, c'est plutôt que de payer de l'énergie finalement en ne faisant rien ou en faisant des travaux qui sont peu vertueux. Là, on a un objectif qui est assigné à un titulaire d'un marché global. Chez ce titulaire, il y a un exploitant-mainteneur. Cet exploitant-mainteneur, il va travailler pendant des années à la régulation du bâtiment, au suivi de la performance énergétique. Nous, on est là pour contrôler ça. Et on estime qu'il vaut mieux payer des gens qui vont faire ce travail de contrôle plutôt que de payer de l'énergie. Donc c'est un système qui est plutôt vertueux. D'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est pionnière en France sur le développement des contrats de performance énergétique. Voilà, donc bon, il y a de l'espoir. Je pense qu'au niveau des collectivités locales, il y a un vif intérêt. C'est des opérations qui ne sont pas faciles à financer. On sait que les collectivités locales ne sont pas dans une situation très facile en ce moment. Certaines, elles ont signé donc des objectifs de réduction de leurs dépenses de fonctionnement. Mais il n'empêche que ces opérations doivent s'inscrire dans cette objectif quelque chose de plus global et Voilà. d'économie et tout ça, de la région. C'est aussi le moyen d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, de produire de l'ENR. C'est ce qu'on fait très couramment sur ces opérations. Monsieur Delmas. Simplement un mot pour conclure, c'est qu'on a identifié dans nos travaux et dans nos expérimentations qu'il y a un certain nombre de freins juridiques qui mériteraient d'être levés pour accélérer la rénovation énergétique. Et pour revenir à un propos qui a été largement évoqué, c'est qu'on n'arrivera pas à rénover l'ensemble du parc sans un financement conséquent et que ce financement, il va bien falloir le trouver ou le mettre sur la table pour pouvoir récupérer ces économies d'énergie qui permettent de rembourser cet investissement, mais il faut quand même mettre l'investissement au départ. Là, au départ, on a besoin d'investir pour pouvoir aller plus loin. Puis on a vu que c'était vertueux dans tous les sens du terme, que ce soit sur la qualification architecturale des ouvrages, sur l'emploi et sur le développement des régions. Eh bien, écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet et sur le site de nos partenaires. Merci à vous. Merci. Merci.